Avez-vous déjà remarqué qu'il existe un pouvoir invisible, presque brutal, dans la décision de se taire? Je ne parle pas du silence lâche, celui qui naît de la peur d'affronter ou de s'imposer, mais du silence conscient, choisi comme une lame cachée. Imaginez un instant où, au lieu de réagir, vous vous retirez. Vous ne répondez pas, vous n'expliquez pas, vous ne suppliez pas. Vous vous retirez, simplement. À ce moment-là, il se passe quelque chose que peu de gens osent remarquer. L'atmosphère tremble, les regards se tournent, l'énergie se déplace. Et vous, sans dire un mot, vous avez déjà changé le cours des choses. C'est la promesse de cette voie. Découvrir que l'absence peut avoir plus d'impact que la présence et que votre indisponibilité, lorsqu'elle naît d'une force intérieure, peut être votre arme la plus puissante. Mais pourquoi cela nous dérange-t-il autant? Parce que dès notre plus jeune âge, on nous a appris que nous n'existons que si nous sommes disponibles. Depuis l'enfance, on nous dit que nous devons être attentifs, répondre rapidement, sourire même quand nous n'en avons pas envie, dire oui même quand tout notre corps crie non. La société nous a conditionnés à croire que plus nous sommes accessibles, plus nous serons aimés. Cependant, il y a une faille terrible dans ce raisonnement. La disponibilité constante ne génère pas l'amour, elle génère l'exploitation. Ce qui est abondant devient banal, ce qui est prévisible devient jetable. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à être traité non pas comme une personne, mais comme une ressource émotionnelle que les autres utilisent lorsqu'ils ont besoin de réconfort, de compagnie, de distraction. C'est là que la philosophie devient un miroir qui reflète cruellement la réalité. Sénèque, qui a vécu entre 4 avant Jésus-Christ et 65 après Jésus-Christ, avertissait déjà qu'il n'y a pas de richesse plus mal gérée que le temps. Il nous disait que ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. Aujourd'hui, nous pouvons élargir cette idée. Ce n'est pas que nous manquions d'énergie, c'est que nous en donnons trop à ceux qui ne méritent même pas une minute de notre silence. Le sage stoïcien comprenait que la vie n'est pas courte par nature, mais qu'elle le devient lorsque nous gaspillons notre essence dans le superflu, dans les autres, dans les exigences qui nous volent nous-mêmes. Réfléchissez honnêtement. Combien de fois êtes-vous sorti d'une conversation en vous sentant vidé, comme si vous aviez laissé un morceau de votre âme dans chaque mot? Combien de fois avez-vous répondu immédiatement, poussé par la culpabilité de ne pas paraître attentif, pour ensuite le regretter? Combien de fois vous êtes-vous surpris à ruminer pendant des heures sur quelque chose qui aurait pu être réglé par un simple silence? La vérité, c'est que ce n'est pas le monde qui nous contrôle. C'est nous qui offrons la clé de notre cœur, de notre énergie et de notre paix sur un plateau d'argent. Nous réagissons par impulsion, nous cédons par habitude, nous acceptons par peur. Et dans ce jeu invisible, nous devenons esclaves, sans nous en rendre compte. Savez-vous pourquoi? Parce que le monde s'est habitué à votre prévisibilité. Les gens savent sur quel bouton appuyer pour vous arracher un sourire, une excuse, une larme. Ils savent exactement quels mots utiliser pour provoquer votre colère, votre anxiété, votre défense. Vous êtes devenu trop transparent, trop facile à déchiffrer. Et ce qui est déchiffrable finit inévitablement par être manipulé. Mais le jour où vous choisissez consciemment l'inaccessibilité, le jour où vous interrompez le flux automatique de réponses, tout autour de vous entre en crise. Non pas parce que vous avez disparu, mais parce que vous êtes devenu une énigme. Et rien n'effraie plus ceux qui veulent contrôler que ce qu'ils ne peuvent déchiffrer. C'est à ce moment-là que les relations montrent leur vrai visage. Ceux qui s'irritent de votre silence ne vous manquent pas. C'est le contrôle qu'ils exerçaient sur vos réactions qui leur manquent. Ceux qui vous accusent d'avoir changé ne regrettent pas votre absence, mais la facilité avec laquelle ils vous manipulaient. Le désespoir de l'autre en dit plus long sur lui que sur vous. Après tout, qui panique vraiment lorsque vous décidez de vous retirer? Qui essaie de vous provoquer juste pour obtenir un signe de vie, un geste, une explication? Ces réponses sont précieuses car elles révèlent ceux qui n'ont jamais été à vos côtés pour ce que vous êtes, mais uniquement pour ce que vous leur offriez. Et voici le dilemme. Chaque fois que vous dites oui pour préserver une relation, vous dites non à vous-même.
Chaque fois que vous répondez rapidement pour ne pas paraître froid, vous gelez une partie de votre propre volonté. Chaque fois que vous cédez à la provocation, vous renforcez le lien invisible qui vous lie au manipulateur. Et au final, le bilan est toujours le même. Fatigue, frustration et un vide que vous ne pouvez pas expliquer. C'est comme si toute votre vitalité avait été distribuée en petites portions jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Vous vous endormez épuisé et vous vous réveillez sans force, non pas parce que vous avez trop travaillé ou vécu intensément, mais parce que vous avez été aspiré par des morceaux invisibles. Sénèque comprenait cette dynamique mieux que beaucoup de philosophes. Il a lui-même vécu sous une pression brutale, au service de l'empereur Néron, entouré d'intrigues, de demandes qui auraient pu détruire son âme. Et pourtant, dans ses écrits, il répétait comme un mantra la nécessité de préserver ce qui lui appartenait. Le temps, le calme, l'esprit. Apprendre à mourir à beaucoup de choses avant que la mort n'arrive fait partie d'une vie sage, écrivait-il. Et cette phrase prend ici un sens nouveau. Mourir aux réactions automatiques, mourir au besoin de plaire, mourir à l'obsession d'être toujours disponible. Car ce n'est que dans cette mort symbolique que peut naître la véritable liberté. Avez-vous déjà réfléchi à ce que serait votre vie si, au lieu de vous précipiter pour répondre, vous preniez le temps de respirer profondément et de simplement vous taire? Si, au lieu de vous expliquer, vous laissiez le silence parler pour vous? Au début, le silence dérange. Il génère de la culpabilité, de l'anxiété, des doutes. Mais il se transforme rapidement en quelque chose de plus profond. Un miroir qui renvoie à l'autre ce qu'il ne veut pas voir. Votre silence révèle la dépendance des autres, leur manque, leur manipulation. Il révèle également votre force, car celui qui maîtrise le silence se maîtrise lui-même. Le monde veut votre oui immédiat, car chaque oui lui enlève un morceau de sa souveraineté. Mais lorsque vous refusez de réagir, vous brisez le mécanisme. Et à ce moment-là, pour la première fois, l'autre doit se confronter à lui-même. C'est l'essence même de l'individuation décrite par Carl Gustav Jung des siècles plus tard. Devenir entier, cesser de vivre comme le reflet des attentes extérieures et prendre le risque d'être incompris. Mais on trouve déjà chez Sénèque l'embryon de cette pensée. Ne te perds pas en vanité, ne donne pas aux autres plus que ce qui t'appartient légitimement. Vous n'y avez peut-être jamais pensé, mais chacune de vos réactions est un cadeau. Chaque explication, chaque réponse immédiate, chaque justification est un don d'énergie qui ne revient pas. Et si votre corps réclame déjà le silence, si votre âme réclame déjà le recueillement, c'est peut-être parce que vous avez trop donné pendant trop longtemps à ceux qui ne vous ont jamais rien rendu. Il faut du courage pour briser ce cycle, du courage pour être perçu comme étrange, froid, voire égoïste. Mais souvenez-vous, le courage de se choisir soi-même est toujours interprété comme de l'égoïsme par ceux qui bénéficiaient de votre soumission. C'est pourquoi je vais vous poser une question qui n'est pas rhétorique, mais viscérale. Jusqu'à quand allez-vous vous laisser manipuler par les émotions des autres ? Jusqu'à quand continuerez-vous à réagir chaque fois qu'on touche à vos blessures? Jusqu'à quand allez-vous céder à l'habitude d'être toujours présent, même quand vous ne le voulez pas, même quand cela fait mal? Il est peut-être temps de couper les fils, de vous retirer, de devenir un mystère. Car lorsque vous cessez d'être toujours disponible, tout change. Et ce n'est pas seulement le monde qui se transforme autour de vous, c'est vous qui commencez enfin à naître pour vous-même. Avez-vous déjà remarqué qu'à un moment donné de votre vie, vous avez commencé à confondre amour et disponibilité, comme si la seule façon d'être aimé était d'être toujours présent, toujours prêt, toujours ouvert? C'est une erreur qui s'enracine tôt, mais qui ne montre ses griffes qu'avec le temps. À 30, 40, 50 ou 60 ans, beaucoup prennent conscience de la même sensation amère. Ils ont trop donné, trop de se sacrifier, répondu trop vite, et en retour, ils n'ont reçu que silence, ingratitude ou, dans le meilleur des cas, indifférence. C'est comme se réveiller d'un long rêve et se rendre compte que la vie s'est écoulée en milliers de petits non qui n'ont jamais été de véritables choix, mais plutôt le reflet d'un conditionnement.
Pensez à cette femme qui, à 50 ans, regarde en arrière et se rend compte qu'elle a consacré toute sa vie à ses enfants, à son mari, à son travail, à ses parents, mais presque jamais à elle-même. Elle se levait tôt, réglait tout, faisait entrer les problèmes de tout le monde dans son agenda. Mais maintenant, quand le silence règne enfin dans la maison, elle découvre une profonde angoisse. Elle ne sait plus qui elle est. Sa vie a été remplie par le rôle d'être toujours disponible pour les autres. Et le plus cruel, c'est que peu de gens s'en souviennent. Car lorsque vous êtes toujours accessible, toujours présent, vous devenez invisible. Ou pensez à cet homme de 45 ans qui, au travail, n'a jamais refusé une tâche, n'a jamais dit « je ne peux pas maintenant ». Il a toujours accepté la surcharge de travail pour ne pas décevoir. Il s'est toujours montré prêt, comme un soldat à la disposition de son bataillon. Et maintenant épuisé, il se rend compte que ceux qui ont le plus exploité sa bonne volonté se sont déjà éloignés ou l'ont remplacé sans aucun scrupule. Car au fond, ce n'était pas lui qu'il voulait, mais le service qu'il rendait. Et le jour où il a cessé d'être utile, il est devenu jetable. La disponibilité illimitée ne génère pas de reconnaissance. Elle génère une habitude. Et tout ce qui devient une habitude perd inévitablement de sa valeur. Sénèque, dans ses lettres, mettait déjà en garde contre ce piège. Il disait que ce n'est pas un signe de vertu que de se donner à tous sans mesure, car l'excès est toujours une forme de vice. Pour lui, le temps était un bien trop précieux pour être distribué à tout va. Et si nous transposons cette sagesse à aujourd'hui, en 2025, nous nous rendons compte que ce n'est pas seulement le temps qui est en jeu, mais notre présence émotionnelle elle-même. Chaque message auquel vous répondez immédiatement, chaque appel que vous prenez sans envie, chaque explication inutile est une monnaie invisible que vous donnez et qui ne vous revient jamais. Nous vivons à une époque où la rapidité est confondue avec l'importance. Répondre en quelques secondes est devenu une preuve d'affection. Être toujours disponible est devenu synonyme d'amour. Mais c'est précisément là que réside le piège. Les personnes âgées aujourd'hui de 35 à 65 ans portent un double fardeau. D'un côté, le poids de l'éducation traditionnelle qui leur a enseigné que la gentillesse signifie dire oui. De l'autre, la tyrannie numérique qui exige des réponses immédiates, une présence constante, une attention ininterrompue. Et dans cet écrasement émerge toute une génération d'adultes épuisés, mélancoliques, introspectifs, qui ne savent plus faire la différence entre générosité et abandon de soi. Peut-être avez-vous déjà vécu cela. Rentrer chez vous après une journée de travail et vous sentir coupable de ne pas avoir appelé quelqu'un, de ne pas avoir répondu à tous vos messages, de ne pas vous être donné à fond. Ou pire encore, vous sentir accusé d'égoïsme parce que vous avez osé vous reposer, parce que vous avez osé vous déconnecter. Le monde actuel a transformé l'absence en péché. C'est pourquoi il est si urgent de réapprendre à se retirer. Ce qui est curieux, c'est que cette disponibilité constante ne naît pas de la méchanceté, mais de la peur. Peur d'être oublié, peur de décevoir, peur de perdre le peu d'affection qui semble à portée de main. Au fond, chaque réponse immédiate est une demande silencieuse. Ne m'abandonne pas. Mais l'ironie est brutale. Plus vous vous donnez, moins vous êtes vu. Plus vous vous offrez, moins vous êtes apprécié. L'abondance de votre présence la rend banale, comme une eau qui coule en excès et que personne ne remarque plus. Et puis vient la mélancolie, ce sentiment que, malgré tous vos efforts, rien n'est suffisant. Combien de personnes de 50, 60 ans vivent aujourd'hui ce vide? Des personnes qui ont tout fait pour les autres, mais qui maintenant, lorsqu'elles ont besoin d'un geste, trouvent des portes fermées. Non pas parce que les autres sont cruels par nature, mais parce que vous les avez habitués à ne pas se battre pour votre présence. Vous leur avez appris que vous seriez toujours là, quoi qu'il arrive. Et ce qui est toujours donné sans effort n'est jamais vraiment aimé. La vérité, c'est qu'être trop disponible est une forme déguisée de contrôle. Vous croyez qu'en vous offrant, vous garantissez l'affection, la fidélité, la présence. Mais au fond, vous ne faites que laisser aux autres
la possibilité de vous contrôler. Ce n'est pas de la générosité, c'est de la soumission. Et chaque soumission, aussi minime soit-elle, vous vole un peu de votre paix. Sénèque dirait que c'est un échange stupide, se perdre soi-même pour conserver ce qui n'a jamais vraiment été vôtre. Et nous arrivons alors à la question qui dérange. Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi insistons-nous pour répondre, plaire, justifier? Pourquoi confondons-nous amour et abandon de soi? La réponse se trouve peut-être dans l'habitude. Nous avons passé des décennies à croire que notre acceptation dépendait de la rapidité avec laquelle nous nous livrions. Mais les habitudes peuvent être brisées. Et quand quelqu'un, même à 50 ou 60 ans, décide enfin de rompre, l'impact est dévastateur. Parce que les autres ne savent pas gérer votre absence. Ils ne savent pas faire face au silence qui était auparavant comblé par votre disponibilité. Et c'est là que naît la possibilité de la liberté. Car chaque « non » que vous osez dire n'est pas seulement un refus. C'est une affirmation silencieuse que votre vie vous appartient. C'est la récupération d'un temps qui semblait perdu. C'est la redécouverte d'un moi qui s'était endormi derrière 1000 obligations. C'est le début d'une vie où votre présence redevient un choix et non une obligation. Mais ce changement ne se fait pas sans douleur. Ceux qui se sont habitués à votre disponibilité vous traiteront de froid. Ils vous accuseront d'être égoïste. Ils tenteront de vous provoquer, de manipuler votre culpabilité, de réveiller votre anxiété. Et c'est là le test le plus difficile. Car il ne suffit pas de vouloir la liberté, il faut en supporter le prix. Supporter d'être incompris, supporter d'être rejeté, supporter même de perdre des personnes que vous croyiez indispensables. Mais c'est précisément dans ce processus que naît quelque chose de nouveau. La conscience que si le lien dépend de votre soumission, alors ce n'était pas du véritable amour. Peut-être qu'aujourd'hui, à cet instant précis, vous êtes épuisé. Peut-être avez-vous l'impression d'avoir tout donné et pourtant vous ressentez un vide inexplicable. Peut-être vous reconnaissez-vous dans cette fatigue d'être toujours disponible. Et si cela résonne en vous, alors c'est le signe qu'il est temps de faire un choix radical. Car la vie, comme le disait Sénèque, n'est pas courte. Ce qui la rend courte, c'est le gaspillage. Et il n'y a pas de plus grand gaspillage que de dépenser son âme pour quelqu'un qui ne sait pas reconnaître sa valeur. Vous n'êtes pas né pour être accessible à tout moment. Vous êtes né pour être entier. Et être entier exige parfois de s'absenter. Cela exige le silence, cela exige le droit de ne pas répondre, de ne pas se justifier, de simplement exister en sa propre compagnie. Il est peut-être temps de récupérer ce droit, car ce n'est que lorsque vous cessez d'être prévisible, lorsque vous osez être inaccessible, que vous découvrez qui mérite vraiment de rester à vos côtés. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au prix invisible de chacune de vos réactions ? Je ne parle pas seulement des disputes évidentes, celles où vous passez des heures à essayer de convaincre quelqu'un ou à défendre votre point de vue. Je parle de l'acte presque automatique de se justifier, de répondre rapidement, de céder à la provocation la plus banale. Chacune de ces réactions est une petite perte d'énergie. Carl Jung disait que le psychisme est comme un système de force et que chaque pensée, émotion ou impulsion consomme une partie de ce flux. Imaginez maintenant combien de votre énergie vitale avez-vous gaspillé dans des disputes qui ne changent rien. La vérité est que nous ne percevons pas l'ampleur de cette dépense parce que nous y sommes habitués. Mais pensez aux nuits où vous n'avez pas pu dormir parce que vous ruminez une conversation mal résolue. Pensez aux jours où votre esprit a répété les mêmes mots de quelqu'un qui vous a critiqué, comme s'il s'agissait d'une blessure ouverte. Cette usure est invisible, mais réelle. C'est comme porter des fantômes qui se nourrissent de votre attention. Des fantômes qui ne survivent que parce que vous insistez pour leur donner de l'énergie. Et c'est là que se pose la grande question. Jusqu'à quand allez-vous maintenir en vie ce qui devrait déjà être mort ? Peut-être avez-vous ressenti cela en vous sentant fatigué sans raison apparente. Ce n'est pas le travail qui vous a épuisé, ni les tâches ménagères. C'est l'excès de petites réactions, le message répondu sans envie, l'explication donnée sans nécessité,
l'anxiété d'essayer de comprendre pourquoi quelqu'un vous a traité froidement. Chacun de ces moments vous a volé un peu de votre énergie. C'est pourquoi Sénèque, il y a près de 2000 ans, insistait sur le fait que ce n'est pas le manque de temps qui nous ronge, mais son gaspillage. Et le gaspillage ne se produit pas seulement sur l'horloge, mais aussi dans l'âme. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, écrivait-il, mais nous en gaspillons beaucoup. Et si aujourd'hui vous regardiez avec froideur ce qui gaspille vos forces, que trouveriez-vous? Des personnes qui ne vous recherchent que lorsqu'elles ont besoin de vous, des discussions qui ne mènent jamais nulle part, le besoin de prouver que vous avez raison, même lorsque l'autre partie ne veut pas écouter. Ce sont là des trous béants dans votre énergie, des cratères par lesquels s'écoule votre vitalité. Vous êtes-vous déjà demandé combien d'années de votre vie se sont silencieusement écoulées dans ces réponses qui n'avaient pas lieu d'être? Pensez aux réseaux sociaux, par exemple. Combien de fois vous êtes-vous engagé dans des débats interminables, essayant de corriger quelqu'un, de défendre un point de vue, de montrer que vous aviez raison, et au final, qu'est-il resté? Rien d'autre que de la fatigue et le sentiment d'avoir parlé à un mur. Chaque mot écrit là-bas était de l'énergie jetée dans un puits sans fond. Imaginez maintenant que toute cette énergie ait été conservée pour ce qui compte vraiment. Vos projets, votre santé, votre paix. Qu'est-ce qui aurait changé dans votre vie si vous aviez appris plus tôt à ne pas réagir? Et c'est là que se produit le revirement. Ne pas réagir n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe de maîtrise. Celui qui répond à tout est esclave. Celui qui choisit quand répondre est maître de lui-même. Cela dérange, n'est-ce pas? Parce que vous avez peut-être passé votre vie à croire que vous devez toujours vous montrer ferme, prouver votre valeur, avoir le dernier mot. Mais réfléchissez bien, combien de fois le dernier mot a-t-il changé le cours de votre vie? Et combien de fois vous a-t-il simplement volé votre sérénité? Il y a un détail que peu de gens remarquent. Plus vous vous épuisez pour des choses qui n'en valent pas la peine, plus vous devenez vulnérable. Les personnes manipulatrices flairent cette vulnérabilité comme des loups qui sentent l'odeur du sang. Elles savent que vous ne supportez pas le silence, que vous avez toujours besoin d'expliquer, de justifier, de réagir. Et c'est exactement là que leur jeu se renforce. Elles n'ont pas besoin de crier, ni de menacer. Elles appuient simplement sur les bons boutons et vous réagissez comme vous l'avez toujours fait. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois vous avez été une marionnette sans vous en rendre compte? Le plus douloureux, c'est que cette vulnérabilité ne vient pas d'un manque de force, mais d'une mauvaise utilisation de celle-ci. Vous avez de l'énergie, mais vous la distribuez mal. C'est comme avoir une fortune et la dépenser en pièces sans valeur jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus rien quand vous en avez vraiment besoin. Et c'est là que Sénèque redevient d'actualité. Il disait « La vie, si elle est bien employée, est suffisamment longue ». Aujourd'hui, nous pouvons adapter cette phrase. L'énergie, si elle est bien protégée, est toujours suffisante. Le problème, c'est que vous la donnez aux autres avant même d'avoir décidé si vous vouliez la donner. Maintenant, faites un exercice rapide. Quels sont les déclencheurs qui vous font le plus perdre le contrôle? Un commentaire ironique? Le silence de quelqu'un qui ne répond pas à votre message? Une critique voilée qui touche votre insécurité? Ce sont là les points exacts où votre énergie s'écoule. En prendre conscience est la première étape pour endiguer ce flux. Mais je vous pose la question, êtes-vous prêt à observer votre propre esprit avec cette clarté? Êtes-vous prêt à admettre que vous n'avez souvent pas été victime des autres, mais de votre propre impulsion à réagir? Partagez avec moi. Quelles sont les situations qui vous épuisent le plus? Quels sont les moments qui vous laissent épuiser sans explication? En écrivant cela, vous partagez non seulement votre expérience, mais vous faites également le premier pas pour voir où votre énergie se perd. Car le changement commence à ce moment-là, rendre visible ce qui agissait jusqu'à présent dans l'ombre. C'est difficile à accepter, mais une grande partie de ce que nous appelons la fatigue de la vie ne provient pas de grandes tragédies, mais plutôt de petites réactions automatiques qui s'accumulent. L'irritation causée par la circulation, la douleur refoulée d'une phrase,
le souci de ce que les autres pensent de vous. Chaque détail, lorsqu'il est répété 1000 fois, épuise. Et lorsque l'énergie s'épuise, la vie perd ses couleurs. C'est pourquoi apprendre à conserver cette force n'est pas un luxe, c'est une question de survie. Au fond, tout se résume à un choix. Voulez-vous être un réacteur ou un créateur? Le réacteur est prévisible, il dépense son énergie dès qu'on le titille. Le créateur garde sa force, attend le bon moment, agit avec détermination. Qu'avez-vous été jusqu'à présent? Et que voulez-vous être à l'avenir? Il est peut-être temps d'essayer le silence, de ne pas répondre, de ne pas te justifier, de simplement observer. Pas comme quelqu'un qui fuit, mais comme quelqu'un qui domine. Parce que l'énergie que tu ne gaspilles pas se transforme en présence. Et cette présence est si rare, si puissante, que ta simple entrée dans une pièce suffit pour que tout le monde la remarque. Non pas à cause de ce que tu dis, mais précisément à cause de ce que tu choisis de ne pas dire. Alors dites-moi, avez-vous déjà fait l'expérience de vous taire et de voir comment tout autour de vous a changé? Avez-vous déjà remarqué le malaise que votre absence provoque chez ceux qui ont pris l'habitude de vous contrôler? Ces expériences sont précieuses car elles montrent, dans la pratique, que conserver son énergie est le premier acte de liberté. Et peut-être qu'en les partageant, vous inspirerez d'autres personnes à couper elles aussi les fils qui les retiennent prisonnières. Votre énergie est limitée, mais c'est aussi votre plus grande richesse. Et personne d'autre que vous ne peut décider où elle sera investie. La question est, êtes-vous prêt à être votre propre gardien? Croyez-vous vraiment que vous agissez librement chaque fois que vous répondez à quelqu'un? Croyez-vous que vos réactions sont le fruit d'un choix conscient, calculé, mûrement réfléchi? La vérité est beaucoup plus inconfortable. La plupart de vos réponses étaient déjà programmées bien avant que vous n'ouvriez la bouche. Les manipulateurs le savent. Ils n'ont pas besoin de crier, ils n'ont pas besoin de menacer, ils n'ont même pas besoin de faire d'efforts. Il suffit d'appuyer sur le bon bouton, un regard en coin, un mot acerbe, un silence calculé, et vous réagissez, toujours, comme si vous étiez la marionnette d'un script invisible que vous n'avez jamais écrit. Et c'est précisément là que commence la véritable prison. Vous ne voyez pas les ficelles, mais vous en sentez le poids tous les jours. Des études récentes, publiées en 2025, montrent que plus de 60% des interactions sociales dans le milieu professionnel sont automatiques et irrationnelles. Cela signifie que, la plupart du temps, ce n'est pas vous qui répondez, mais vos conditionnements. Ce sont des décennies de schémas répétitifs, de blessures anciennes qui brûlent encore, de peurs cachées que les autres ont appris à utiliser contre vous. Réfléchissez-y. Ce collègue qui insiste pour ironiser sur vos défauts, le fait-il uniquement pour s'amuser ou parce qu'il a remarqué qu'il parvient toujours à vous faire réagir? Ce membre de votre famille qui sait exactement comment vous culpabiliser, n'a-t-il pas appris à utiliser votre fragilité comme un outil? Et combien de fois vous êtes-vous rendu compte que vous étiez utilisé comme un pion dans une pièce de théâtre à laquelle vous n'aviez pas choisi de participer? C'est pourquoi la psychologie parle tant de projection. Jung disait que nous projetons sur les autres ce que nous ne voulons pas voir en nous. Mais ce dont on parle rarement, c'est l'autre côté de l'équation. Lorsque vous êtes toujours disponible, toujours ouvert, toujours prêt à réagir, vous devenez un écran blanc sur lequel les autres peuvent projeter leurs ombres. Et là, vous n'êtes plus vu comme une personne, mais comme un miroir. L'ami qui ne vous cherche qu'en cas de crise ne vous voit pas. Il voit la possibilité d'être sauvé. Le partenaire qui ne se calme que lorsque vous vous sacrifiez n'apprécie pas votre essence, mais la fonction que vous remplissez. Et quand vous en avez assez, quand vous essayez de refuser, quand vous osez dire non, que se passe-t-il? L'accusation tombe. Tu as changé. Mais est-ce vraiment vous qui avez changé ou est-ce simplement le masque qui est tombé? Il existe des histoires qui semblent insignifiantes, mais qui révèlent ce mécanisme avec une brutalité saisissante. Pensez à cette femme qui, à 60 ans, a décidé de ne plus répondre aux appels de sa sœur lorsqu'elle l'appelait pour se plaindre de sa vie.
Pendant des décennies, elle s'est précipitée à son secours, lui a donné des conseils, lui a offert son temps, son énergie et sa patience. Cependant, le jour où elle a choisi le silence, les attaques ont fusé. Tu ne te soucies pas de moi, tu es devenu égoïste, tu ne penses qu'à toi. Mais ce n'était pas la vérité. La vérité, c'est que son rôle de sauveuse avait pris fin. Et sa sœur, sans le miroir qui confirmait son récit, a été obligée d'affronter sa propre douleur. Ce n'était pas la femme qui avait changé. C'était le jeu qui était terminé. Maintenant, transposez cela dans votre vie. Qui dans votre entourage reste à vos côtés uniquement parce que vous jouez un certain rôle? Qui ne vous cherche que lorsqu'il a besoin de soutien, d'argent, de conseils, d'une épaule sur laquelle pleurer? Et si vous disparaissiez demain, combien de personnes ressentiraient réellement votre absence? Et combien ne ressentiraient que l'absence de la fonction que vous remplissiez? C'est une question difficile, mais nécessaire. Car si vous n'avez pas le courage de la poser, vous vivrez éternellement prisonnier de rôles que vous n'avez jamais choisis. Il existe des données encore plus troublantes. Des recherches récentes en psychologie sociale indiquent que plus de 80% des personnes ressentent une anxiété immédiate lorsqu'elles sont confrontées au silence de leur interlocuteur dans une conversation. Le silence est interprété comme un rejet, une attaque, une menace. Mais ce que cela révèle réellement, ce n'est pas vous, c'est l'autre. Cela révèle son incapacité à vivre avec lui-même, son besoin désespéré de maintenir l'autre dans une réaction pour ne pas se retrouver face à son vide intérieur. C'est pourquoi, lorsque vous vous taisez, lorsque vous refusez le jeu, lorsque vous ne cédez pas, vous devenez une menace. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous avez exposé la dépendance des autres. Et c'est là que se trouve le tournant. Lorsque vous cessez de réagir, les autres sont obligés de se regarder en face. Et tout le monde n'est pas prêt pour cela. C'est pourquoi viennent les critiques, les accusations, les tentatives de manipulation émotionnelle. C'est le cri désespéré de ceux qui ont perdu le contrôle sur vous. Mais êtes-vous prêt à maintenir ce silence ? Êtes-vous prêt à voir les masques tomber, les liens se rompre, les gens montrer à quel point ils dépendaient non pas de vous, mais de la version soumise et prévisible que vous leur offriez? Rappelez-vous, Sénèque, qui vivait sous l'empire de Néron, savait qu'une grande partie de la politique ne se faisait pas avec des mots, mais avec des jeux de manipulation silencieuse. Lui-même, il a souvent choisi le silence comme forme de résistance, conscient qu'un mot mal placé pouvait lui coûter la vie. Il a écrit que « celui qui est esclave de l'opinion des autres n'est pas libre ». Et cette phrase résonne avec force dans le présent. Car chaque fois que vous réagissez uniquement pour plaire, pour être accepté, pour maintenir la paix, vous vous asservissez à l'opinion des autres. Pensez aux relations dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. Combien d'entre elles survivent uniquement parce que vous réagissez comme vous l'avez toujours fait? Combien se maintiennent grâce à votre disponibilité constante? Et si demain, vous décidiez de changer la donne, combien de ces relations s'effondreraient? Cette réflexion peut faire peur, mais elle libère aussi. Car si quelque chose n'existe que tant que vous vous sacrifiez, alors ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'amitié, ce n'est pas du respect. Ce n'est qu'un pacte d'exploitation. Avez-vous déjà ressenti le malaise de quelqu'un face à votre silence? Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes commencent à s'énerver, à vous titiller, à faire des drames juste pour vous faire réagir? Ce malaise ne dit rien sur vous, mais sur eux. C'est la preuve que votre inaccessibilité révèle des blessures qui étaient cachées. Et c'est à ce moment-là que vous devez décider. Allez-vous continuer à jouer le rôle du miroir pour ne pas déplaire? Ou allez-vous supporter la solitude qui survient lorsque vous brisez le cycle? La solitude qui accompagne le silence n'est pas une punition, c'est une initiation. C'est un espace où l'autre ne vous contrôle plus et où vous pouvez enfin commencer à vous écouter. Mais attention, c'est une voix qui demande du courage. Le courage de perdre des rôles, d'être accusé à tort, d'être perçu comme froid, distant, arrogant, mais aussi le courage de découvrir pour la première fois qui vous êtes vraiment
lorsque vous n'essayez pas de plaire à qui que ce soit. Et c'est dans ce terrain de silence et d'inconfort que le véritable pouvoir commence à naître. Car celui qui ne peut être manipulé par les réactions est le seul qui puisse vraiment choisir. Êtes-vous prêt pour cela? Êtes-vous prêt à payer le prix d'être incompris pour gagner le privilège d'être libre? Le monde dans lequel nous vivons est une grande scène où s'expriment toutes sortes de voix. Tout le monde veut être entendu, tout le monde veut prouver qu'il a raison. Tout le monde se dispute une place qui, au fond, n'offre aucune récompense réelle. À chaque notification, à chaque discussion, à chaque insistance pour avoir le dernier mot, nous nous enfonçons dans un bruit incessant qui consume la clarté et vole la paix. Mais il existe quelque chose que peu de gens connaissent et encore moins osent expérimenter. Le pouvoir dévastateur du silence. Pas le silence de la peur, mais le silence qui naît de la force. Le silence conscient, calculé, qui ne fuit pas, mais choisi. Ce silence est la forme la plus pure de résistance et en même temps l'expression la plus authentique de la liberté. Lorsque vous apprenez à vous taire de votre propre gré, quelque chose d'inattendu se produit. Les masques des autres commencent à tomber, car tant que vous réagissez, le jeu continue. L'autre sait comment vous manipuler, il sait comment diriger votre colère, votre culpabilité, votre besoin d'explication. Mais dès l'instant où vous refusez l'invitation à la guerre, votre adversaire se révèle perdu. Il ne sait pas comment gérer un vide qu'il ne peut manipuler. Et c'est précisément dans ce vide que vous découvrez votre force. Le silence révèle plus de vérité que n'importe quel argument. Il oblige les autres à affronter leur propre bruit, leurs propres ombres, leur propre fragilité. Combien de fois avez-vous remarqué cela dans des situations anodines? Vous restez silencieux face à une accusation injuste et vous remarquez soudainement l'anxiété de l'autre grandir. Vous ne répondez pas à un message manipulateur et vous observez la personne se tortiller pour obtenir une réaction. Vous ne donnez pas d'explication et le simple fait de ne pas vous justifier déstabilise plus que n'importe quel discours. Ce n'est pas de l'absence, c'est de la souveraineté. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. Le silence bien utilisé ne diminue pas votre présence, il l'amplifie. Et pourtant, supporter ce silence n'est pas facile. Il apporte des culpabilités, des questionnements, des peurs. Après tout, vous avez passé votre vie à croire que vous deviez vous expliquer, plaire, être toujours disponible. Briser ce schéma, c'est se briser soi-même. C'est se débarrasser d'anciennes habitudes qui, même douloureuses, offraient un faux sentiment d'appartenance. Mais la philosophie stoïcienne nous y avait déjà préparés. Sénèque disait que rien n'est plus difficile pour l'être humain que de se détacher de ce qui l'a servi. Et pourtant, c'est la seule voie possible vers la véritable liberté. Le prix du silence est élevé. Vous serez mal compris. On vous traitera de froid, distant, insensible. Certains s'éloigneront, d'autres tenteront de vous attaquer avec encore plus de force. Mais tout cela est le signe que vous rompez le pacte tacite que vous avez toujours maintenu avec la manipulation. Vous avez cessé d'être utile aux intérêts des autres et il ne reste plus aux autres que la tâche de se confronter à eux-mêmes. S'il y a une résistance à votre absence, c'est parce que votre absence révèle des vérités que personne ne voulait voir. Il y a un passage curieux dans des études récentes qui montre comment, dans les réunions d'entreprise, les personnes qui parlent le moins sont généralement considérées comme les plus fiables et les plus sages. Ce n'est pas parce qu'elles en savent plus, mais parce qu'elles maîtrisent l'art de la retenue. N'en va-t-il pas de même dans la vie? Ceux qui apprennent à peser leurs mots, qui ne s'engagent pas dans n'importe quel débat, qui ne se justifient pas à chaque accusation, finissent par être respectés de manière presque instinctive. C'est comme si l'économie de la parole créait une aura de solidité. C'est pourquoi le silence, lorsqu'il est choisi, n'est pas un vide, mais une présence multipliée. Mais le silence fonctionne aussi comme une sorte de creuset intérieur. En refusant de réagir, vous êtes obligé de vous confronter à vous-même. Il n'y a plus le confort de la discussion, il n'y a plus la déviation de la justification. Il ne reste plus que la rencontre avec son propre esprit. C'est douloureux, mais aussi profondément curatif.
Dans cet espace, les anciennes blessures commencent à cicatriser, les énergies gaspillées commencent à revenir et une nouvelle clarté apparaît. Vous n'avez pas besoin d'être l'esclave de qui que ce soit, ni des attentes, ni des provocations, ni du besoin désespéré d'être compris. Sénèque nous rappelait que celui qui ose être libre doit d'abord désapprendre à être esclave. Ce désapprentissage est ardu, car il exige de laisser derrière soi la prévisibilité de toujours réagir. Mais il est aussi libérateur, car à mesure que vous vous taisez face à ce qui ne mérite pas votre énergie, vous découvrez quelque chose qui semblait auparavant impensable. Vous pouvez choisir, et ce choix est au cœur du pouvoir humain. Le pouvoir de décider quand parler, quand agir, quand donner votre énergie, et surtout quand ne pas le faire. Vous vous demandez peut-être si cela vaut la peine de supporter les douleurs de ce changement. Vous avez peut-être déjà ressenti le poids de la solitude qui survient lorsque vous commencez à vous retirer. Vous avez peut-être même déjà perdu des personnes dans ce processus. Mais réfléchissez bien, que perd-on vraiment lorsque le lien n'existait que parce que vous vous sacrifiez? Que perd-on vraiment lorsque la relation ne fonctionnait que parce que vous acceptiez de vous abandonner? Au fond, ce qui se perd, ce n'est pas l'amour, mais la commodité. Ce qui se rompt, ce n'est pas un lien, mais une dépendance. Et ce qui naît à la place est quelque chose d'infiniment plus précieux, le respect de soi. Imaginez un instant la tranquillité d'entrer dans une pièce sans avoir à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. D'écouter les critiques sans vous sentir obligé de vous défendre. D'être mal interprété sans vous précipiter pour vous justifier. Cette tranquillité est possible, mais seulement lorsque vous devenez maître de votre propre énergie. Seulement lorsque vous comprenez que votre silence est plus éloquent que n'importe quel discours. C'est à ce moment-là que vous cessez d'être réactif et que vous devenez créateur. Vous n'êtes plus un jouet entre les mains des circonstances, mais l'auteur de votre propre présence. Cependant, ce chemin ne se parcourt pas uniquement dans la pensée. Savoir que le silence est puissant ne suffit pas. Il faut le pratiquer. Il faut prendre l'habitude au quotidien de garder son énergie, de choisir ses combats, de s'autoriser l'absence. Il faut transformer la connaissance en action. Et c'est cette étape qui s'ouvre maintenant devant vous. Car réfléchir libère l'esprit, mais agir libère la vie. Êtes-vous prêt à transformer ces idées en choix concrets? Êtes-vous prêt à faire le premier pas vers une vie où votre temps et votre énergie n'appartiennent qu'à vous? Dans la partie suivante, nous allons construire ensemble un plan réel, applicable, capable de vous redonner le contrôle de votre propre existence. Parce que savoir ne suffit plus, il est temps de vivre. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici avec le sentiment de regarder dans un miroir que vous n'avez jamais osé regarder. Vous avez reconnu dans votre propre vie les marques d'une disponibilité excessive, les fuites d'énergie, les manipulations silencieuses qui se sont répétées pendant des années. Vous avez peut-être même ressenti un nœud dans la poitrine en réalisant à quel point vous vous êtes donné à ceux qui ne savaient pas vous apprécier. Mais c'est précisément maintenant que commence la partie la plus importante de ce voyage, transformer la conscience en action. Penser libère, mais agir transforme. Et la transformation que nous proposons n'est ni abstraite ni inaccessible. Elle commence par des pas concrets, petits mais constants, capables de changer pour toujours votre façon de vivre, d'aimer et d'interagir avec les autres. La première étape est celle de la pause consciente. Avant toute réponse, avant toute justification, respirez. Cela peut sembler trop simple, mais c'est dans cet instant minuscule que la magie opère. La pause brise l'automatisme, vous empêche d'être emporté par le flot des réactions. C'est dans cet espace de quelques secondes que naît la liberté de choisir. Sénèque disait que celui qui devient esclave de ses passions n'est pas libre. La pause est l'arme contre cet esclavage. Chaque fois que quelqu'un vous pousse, chaque fois que vous ressentez le besoin urgent de réagir, accordez-vous le droit d'attendre. Respirez profondément, comptez jusqu'à 5 et ensuite seulement décidez si cela vaut la peine de dépenser votre énergie là-dessus. La deuxième étape est celle de l'absence stratégique.
Vous n'avez pas besoin d'être toujours présent partout, dans toutes les conversations, dans tous les messages. Créez des moments de distance et protégez-les comme s'ils étaient sacrés. Éteignez votre téléphone sans culpabiliser. Dites « pas aujourd'hui ». Permettez-vous de ne pas répondre immédiatement. Ce n'est pas de la froideur, c'est prendre soin de soi. C'est dans cet espace d'absence que vous récupérez votre énergie, votre clarté et votre pouvoir. Imaginez ce que serait votre vie si, au lieu de vous disperser dans une centaine de petites interactions, vous pouviez investir cette énergie dans quelques relations significatives. Votre absence, lorsqu'elle est choisie, apprend aux autres à respecter votre présence. La troisième étape consiste à redéfinir vos limites. Arrêtez-vous maintenant et réfléchissez qui mérite votre énergie, qui construit réellement au lieu de simplement consommer, qui vous accueille vraiment au lieu de simplement profiter de votre disponibilité. Ces critères doivent être clairs. Chaque fois que vous dites oui à quelqu'un qui ne le mérite pas, vous dites non à vous-même. Redéfinir ces limites est douloureux car cela peut éloigner certaines personnes. Mais rappelez-vous, si la relation n'existe que tant que vous vous sacrifiez, alors ce n'est pas une relation équitable. Définir des limites, c'est affirmer en silence que votre paix a de la valeur. La quatrième étape consiste à pratiquer le silence comme une force. Choisissez une situation par jour dans laquelle vous ne réagirez pas. Il peut s'agir d'une provocation, d'une critique injuste ou même d'une exigence qui, dans d'autres circonstances, vous aurait poussé à vous justifier précipitamment. Essayez le silence. Observez le malaise de l'autre. Sentez la force qui jaillit du fait de ne pas avoir à vous expliquer. Avec le temps, vous vous rendrez compte que le silence n'est pas une absence, mais une présence multipliée. Il devient une sorte de bouclier invisible qui protège votre énergie et impose le respect. La cinquième étape consiste à reconstruire votre intérieur. Lorsque vous éliminez le superflu, il reste de la place. De la place pour quoi? Pour vous-même. Utilisez cet espace pour reprendre ce que vous avez laissé en chemin. Cela peut être un passe-temps oublié, un livre que vous avez toujours voulu lire, une pratique spirituelle, un projet personnel. Cette reconstruction est essentielle car l'absence n'a de sens que si elle est comblée par une présence réelle, la vôtre. Si vous n'occupez pas cet espace, il sera à nouveau envahi par le monde. Et ce n'est pas ce que vous souhaitez. La sixième étape est celle de l'observation constante. Devenez un enquêteur sur vous-même. Quels sont les déclencheurs qui vous volent encore votre énergie? Quelles sont les situations qui vous font encore perdre votre équilibre? Ayez un cahier, notez-les. Écrivez les moments où vous avez cédé, où vous vous êtes justifié sans raison, où vous vous êtes senti vidé. Cette pratique de l'enregistrement est puissante, car elle rend visible ce qui agissait auparavant dans l'ombre. Peu à peu, vous commencerez à identifier des schémas. Et lorsque le schéma devient clair, vous n'êtes plus son otage. La septième étape consiste à accepter la solitude nécessaire. Oui, il y aura des pertes. Certaines personnes s'éloigneront, d'autres vous accuseront d'avoir changé. Il y aura des moments d'inconfort, de doute, voire de douleur. Mais il faut comprendre que c'est le prix de la liberté. La solitude ne signifie pas l'abandon. Elle signifie l'espace nécessaire pour se reconstruire de l'intérieur. Et dans cet espace, vous trouverez quelque chose que vous n'auriez jamais dû abandonner, le respect de vous-même. Comme le disait Sénèque, celui qui se contente de lui-même ne sera jamais seul. Vous vous demandez peut-être par où commencer. Commencez petit. Aujourd'hui, juste aujourd'hui, permettez-vous de ne pas répondre immédiatement à quelque chose qui vous pomperait normalement votre énergie. Demain, choisissez un moment pour vous taire alors que vous parleriez normalement. Après-demain, essayez de dire un non clair sans justification. C'est dans l'accumulation de ces petites pratiques que la grande transformation se produit. Il n'y a pas de révolution sans discipline. Mais une fois mise en place, cette discipline devient libération. Et maintenant, j'aimerais vous entendre. Laquelle de ces étapes vous interpelle le plus? Par où pensez-vous commencer? Partagez votre expérience dans les commentaires,
car elle pourrait inspirer quelqu'un qui vit le même dilemme. Si ce contenu vous a plu, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a également besoin d'apprendre à protéger son énergie. Nous construisons ici une communauté de personnes qui, comme vous, ont décidé de ne plus être esclaves de leurs réactions, mais les auteurs de leur propre vie. Et chacun de vos gestes, qu'il s'agisse d'un commentaire, d'un like ou d'une inscription, fait partie de cette transformation collective, car la liberté commence dans le silence d'un individu, mais elle se renforce lorsqu'elle résonne dans le cœur de nombreux autres.